et tout le monde s'agite. Moi, je ne suis pas pour envenimer les choses et pour les grossir. Puisque nous imitons, à mon sens, beaucoup trop ce qui se passe en France. Regardez la France. Toutes les semaines, il y a deux manifestations, il y a des violences. Il y a une espèce d'anarchie. Il faut admettre que dans le système démocratique en général, quel qu'il soit des États-Unis jusqu'à l'Europe, jusqu'à chez nous, le système démocratique, ce n'est pas la tranquillité de la société. C'est un régime où il faut admettre qu'il se base sur des valeurs importantes, fondamentales, la liberté, la responsabilité des dirigeants, les élections, l'expression de l'opinion publique, l'éloignement de tout ce qui est répression des idées, comme c'est dans les régimes autoritaires que nous avons vécus, mais qu'en même temps, dans la démocratie, il y a, du fait même de l'existence de la liberté, fondamentalement, toujours des revendications, toujours des tensions. Il y a toute une dialectique et les dirigeants politiques ou économiques ou autres sont toujours mis en question par la population. Maintenant, cela dit, il y a dans les démocraties des périodes de calme relatif et il y a des périodes où les choses s'embrassent davantage. Mais nous devons admettre le côté négatif, en quelque sorte, du système démocratique. Quand on était, nous, les Tunisiens, sous Ben Ali et sous Bourguiba, nous nous plaignions évidemment des répressions, de musellement de la parole, de tas de choses qui sont l'apanage des dictatures. Mais d'un autre côté, il y a un calme relatif. C'est un fait, parce que tout simplement, les forces sociales, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient tout ce qu'on veut, sont jugulées par la force. D'un autre côté, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans notre pays, nous n'avons pas, pendant des siècles, on pourrait dire, de tradition démocratique. Et à l'époque moderne en particulier, depuis 1956, date de l'indépendance, jusqu'à 2011, ça fait combien? Ça fait plus d'un demi-siècle. Nous n'avons pas connu de démocratie. Même si on n'a pas connu de totalitarisme pur et dur à manière fasciste ou stalinienne ou autre, ou même des pays d'Amérique latine. C'était, disons, un autoritarisme modéré. Nous avons fait une révolution, donc il y a 10 ans, mais il faut du temps. Il faut du temps pour qu'il y ait intériorisation de certaines règles démocratiques. Parce que la démocratie doit quand même, avant tout, fonctionner selon des règles, selon un équilibre. Nous n'avons pas atteint cet équilibre. Par conséquent, on voit parfaitement que le Parlement fonctionne mal, que nos institutions ne sont pas tout à fait ce qu'il faut qu'elles soient. Ceux qui ont fait la Constitution n'ont pas fait du bon travail, mais ça a été déjà pas mal de faire une Constitution. Les conditions actuelles du monde font que chacun peut exprimer son point de vue par la parole à travers les réseaux sociaux. Autrement dit, chacun est un penseur politique. Quatrièmement, il y a des retours vers l'arrière. Cinquièmement, et ça c'est très important, pour qu'il y ait une démocratie qui fonctionne à peu près bien, malgré les défauts que je viens d'émettre, il faut quand même qu'il y ait un niveau économique stable et relativement élevé. Les gens considèrent que nous sommes dans un très mauvais état.
qu'il y a de la violence partout, etc. Il faut dire une chose, c'est que moi j'ai vécu de près, je l'ai observé en tout cas, les premières années de la Révolution. L'année 2011, 12, 13 ont été autrement plus détraqués, plus désorganisés que maintenant. Il n'y a pas seulement eu que l'assassinat de quelques leaders politiques, il y a eu davantage. Aucun gouvernant, quel que soit son niveau, ne peut aller dans telle ville sans être chassé à coups de pierre. Enfin, moi je m'en souviens parfaitement, il ne faut pas oublier ça. À ce moment-là, c'était très difficile. À partir de 2014, il y a eu une stabilisation. Une stabilisation, mais qui était une stabilisation par consensus entre les forces politiques, et les gens se sont apaisés, c'est-à-dire les laïcistes ont trouvé un chef, les islamistes se sont un peu calmés, nettement même, se sont constitués en parti politique et se sont entendus. Simplement, ça a duré quand même de 2014 à 2018 ou quelque chose comme ça, sauf qu'il y a eu des petits problèmes du fait de l'âge, du fait qu'il a mal géré. Il voulait faire un régime présidentiel sans avoir les moyens de le faire constitutionnellement. Et en plus, il y a le familialisme dont vous parlez, qui a été catastrophique. Mais enfin, le pays fonctionnait, plus ou moins. À partir de 2019, il s'est avéré que la Constitution fonctionnait mal. Et il s'est avéré qu'il y a fragmentation de partis. Je n'ai jamais compris, entre parenthèses, comment l'État peut admettre qu'il y ait 200 partis dans le pays, même s'ils n'ont aucun rôle. Il faut les supprimer, tout bonnement, soi-disant au nom de la démocratie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut qu'il y ait... Et puis, nous n'avons pas réussi à organiser les choses. Nous sommes toujours dans la querelle entre laïcistes et islamistes. Mais qu'est-ce que je vois, moi, dans le pays? D'ailleurs, depuis 10 ans. Je suis un homme âgé, j'ai vécu dans ce pays très longtemps, donc. Je vois que le rythme d'existence dans le pays, des Tunisiens en général, surtout dans les villes, n'a pas changé. Il y a toujours eu des femmes voilées et des femmes non voilées. Je ne crois pas d'ailleurs que la Tunisie soit un vrai pays laïque, ni que l'État soit un pays laïque depuis Bourguiba. Un pays laïque, quand on ouvre la radio, il ne met pas le Coran au début de la diffusion. Et il ne met pas un pays laïque, n'observe pas le Ramadan de cette façon générale. C'est une vieille tradition du Maghreb, que c'est pas le cas du Meshel d'ailleurs, mais que personnellement je trouve qu'il faut plus de liberté dans ce domaine. Mais il faut croire que les Tunisiens sont attachés à des habitudes. Et donc, la situation s'est dégradée parce que tout le monde est entré en politique avec des idées fausses. Que ce soit M. Karoui qui distribue de l'argent aux pauvres et pour demander leur bulletin de vote, que ce soit M. Kais Saïd qui se fait appuyer par des jeunes gens qui ont formé, j'ai vu récemment un livre de Rudissi, qui ont formé des groupes dans les réseaux sociaux et des groupes menaçants et violents. Ça m'a frappé. Et que ce soit cette Arabie Moussi qui veut revenir, elle peut demander de revenir à un autre système. Mais pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de violence? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de... Je trouve qu'il y a un ensauvagement
de certains groupes, pas de Monsieur Tout-le-Monde dans la rue, le Bessali, Machine, même un ensauvagement dans le Parlement. Monsieur Saïd parle tout le temps de complots qui n'existent pas. Tout ça, c'est irrationnel. C'est absolument irrationnel. Et si on tire une conséquence, on dit que au début de la Tunisie et de la Révolution, désordre, mais qui a été jugulé à peu près pendant quelques années. À la fin, désordre de nouveau, mais d'un autre type. Là, les institutions ne fonctionnent pas. On peut dire c'est un État faible, mais l'État n'a pas à être faible. C'est ça le danger. Un État démocratique, si démocratique soit-il, doit avoir un bouclier qui le protège et qui protège la société. Je vois que il est vrai que les forces de l'ordre se sont habituées à des décennies de violences non légales. Mais enfin, quand l'État prend en main ses forces de police, qu'elle les éduque, je ne vois pas pourquoi, quand ils font des dérives, oui, on peut. Mais normalement, le bouclier de l'État, c'est l'armée et le peuple, c'est la violence légitime. On ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser des gens mettre la main sur des richesses du pays. On peut, par contre, faire des concessions à des régions mal gérées ou pauvres, etc. Et cet argent qui vient du pétrole ou qui vient du phosphate, on donne une part par l'intermédiaire de l'État, pas directement, enfin pas directement le bien d'État, par des projets. C'est ce qui a été fait récemment. Mais seulement voilà, tout le monde croit que en 24 heures ou en 3 jours ou en 3 mois, toutes les régions faibles vont avoir aussi la main de l'État. Mais l'État est au bord de la faillite. Et il y a quelque chose. Il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie dans ce sens. Il n'y a pas de pensée, au fond. Il n'y a pas de pensée dans la vision politique du pays. Il n'y a rien de tel. Ces hommes politiques ne sont pas des... On n'a pas malheureusement un seul qui puisse s'élever à un niveau de vision globale des maux du pays. Il n'y a pas un seul qui soit capable de capter la confiance du pays, véritablement. C'est ça notre problème. Avoir vécu des périodes qui ne sont pas au fond très mauvaises par rapport à des pays semblables aux nôtres, voisins et autres. C'est normal qu'il y ait du désordre, c'est normal que chacun dise ce qu'il veut, et surtout il y a une mauvaise conception chez les gens, chez le peuple, pas seulement. Je n'accuse pas seulement les dirigeants politiques, eux aussi sont... il faut les accuser, certes, d'incompétence, mais aussi la population qui croit que la liberté est de faire ce qu'on veut et de revendiquer, et de revendiquer quelquefois l'impossible. Mais pour qu'il y ait un changement de cap aussi important, pour que les régions du Sud et de l'Ouest soient comme les régions de l'Est méditerranéen, il faut des moyens. Et nous sommes dans une période de dépression économique extrêmement importante. Par ailleurs, il faut du temps.
Ça ne peut pas venir immédiatement. D'où peut venir l'argent? Nous sommes dans un monde interconnecté. Nous sommes dépendants du monde extérieur. Nous n'avons pas une industrie suffisamment performante pour faire travailler tout le monde. Et dans l'immédiat, les choses ne peuvent pas venir dans l'immédiat. Bien que majoritairement dans les grandes villes, il y a comme une résignation. Parce qu'il ne faut pas quand même s'affoler et dire il y a eu des querelles intertribales ou des manifestations récurrentes dans le pays, du désordre, tout ça, mais il faut regarder que dans beaucoup de zones du pays, il n'y a pas de milice chez nous. Et les choses ne sont pas si mauvaises que cela. Il faut accepter le réel tel qu'il est, essayer de l'améliorer, répandre des idées pour cela. La consanguinité, l'endogamie, c'est une notion anthropologique. C'est une notion anthropologique où il s'agit d'inceste, de mariage, des histoires de ce genre. Il y a eu... je ne vois pas qu'un pays entier de 12 millions d'habitants soit endogame. Bon, mais il faut bien dire, et ça... pour rendre justice à l'époque de l'indépendance, que ce soit sous le régime de Bourguiba ou le régime de Ben Ali, pendant ce demi-siècle, la population s'est beaucoup mélangée. Mais ce que je vois, c'est que l'élite dirigeante politique, qui est tunisienne essentiellement, générale, mélange de tout, dans le creuset national, et par contre n'est pas assez formé dans le domaine politique, n'est pas assez, comment dire, encore un peu sauvage, en ce sens que chacun veut arracher une part de privilège ou d'argent, d'ailleurs la corruption vient de ça. C'est un peu sauvage, ils n'ont pas le sens de l'État suffisamment. Hein. Ils ont le sens des partis qui sont circonstanciels, d'ailleurs ils changent tout le temps. C'est des groupes d'intérêt, purs et simples, ou bien ils se lancent dans des idéologies, qu'elles soient islamistes ou laïcistes ou tout ce qu'on veut, ou extrémistes ou gauchistes, dans des idéologies qui sont dépassées, à mon avis, qui ne correspondent pas à la vie tunisienne, ni d'ailleurs à la situation du monde actuel. Mais l'endogamie, disons, s'il y a une endogamie au niveau politique, c'est celle du petit cercle des politiciens, du Parlement, des gouvernements, de tout ce qu'on veut, de ceux qui s'intéressent à la politique par les réseaux sociaux, qui sont des politicards. Leur seul intérêt, c'est la chose politicienne, je ne dis pas politique. C'est ça, l'endogamie, il y a un milieu et il y a une espèce de prépondérance de l'intérêt pour la chose politique en parole ou par des actes. Il y a des régressions, hein. Vous m'avez parlé de tout à l'heure de ces tribus, mais qui se battent, c'est normal quand ils voient qu'au Parlement on se bat à coups de poing. Les gens se battent. Nasu ala dini mulukim, hein.
Je dois vous dire une chose, c'est que ce qu'a dit Bonaparte quand on l'a appelé au pouvoir après 10 ans de Révolution française, il a dit la Révolution est terminée. Quand je vois que Monsieur le Président de la République dit qu'il faut revenir à l'esprit de la Révolution de 2011, je trouve ça ahurissant. Il faut dépasser, au contraire. Il faut il y a la Révolution qui doit changer en gouvernement, disait Merleau-Ponty. C'est-à-dire, on prend les acquis de la Révolution, mais on en fait quelque chose de structuré, d'organisé, qui fait marcher les choses normalement. Il faut une normalisation du pays. Or, la Révolution n'est pas une chose normale. La Révolution, c'est un coup d'éclat qui pose quelques idées fondamentales, qui pose, disons, une orientation nouvelle, mais cette orientation nouvelle, faite d'idées, faite de valeurs, etc., doit s'inscrire dans le réel du quotidien, c'est-à-dire dans les institutions politiques, dans la vie économique, dans les mentalités du pays, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les médias naturellement, qui éduquent, les médias en fonction d'éduquer le pays. Et il ne faut pas revenir à la violence de la Révolution. Et il faut que les choses se stabilisent. Après chaque révolution, il y a des institutions qui fonctionnent, en bien ou en mal, peu importe. Quand il y a eu la révolution d'octobre soviétique, après, avec Lénine et Staline et ceux qui ont suivi, il y a une stabilisation, un système. On l'aime ou on ne l'aime pas, peu importe. Mais il fonctionnait. Et chez nous aussi, il faut qu'on tire les conclusions, il faut qu'on arrête, et je parle aussi bien aux institutions, président, gouvernement, parlement, etc., que aux institutions de la société civile. Il y en a plein qui veillent sur l'esprit de la Révolution, aux individus. Et il faut qu'il y ait une stabilisation. Elle commence par les institutions politiques, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on se dise, nous ne sommes plus même en période de transition. Et il faut normaliser le pays. Le mot normaliser est important. Maintenant, on reste à commencer par les institutions politiques qui sont mauvaises. La constitution qu'on a doit être changée. Mais l'esprit de la Révolution doit donner lieu à un esprit autre d'un pays normal, existant, avec des institutions démocratiques, avec la liberté d'expression. Nous passons par une phase difficile. C'est un fait. Mais il ne faut pas non plus tout le temps exciter les gens à dire nous sommes le pays foutu. Non, ce n'est pas vrai, tout à fait. Oui, il marche mal, mais c'est une phase difficile il faut fermer l'épisode révolution. Tout cela doit parvenir à pacifier les esprits, à faire une pédagogie. Dans le temps, Bourguiba, lui, avait cette capacité de discours pédagogique. Il formait la mentalité des gens quand il était en bonne santé. Le rôle du président actuel, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, peut consister à réconcilier les esprits, surtout dans la sphère politique, à réconcilier, à jouer le père de la nation, à faire une pédagogie dans ce sens.
naufrage des civilisations. Il y a un changement qui se fait à partir de la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Il y a un nouvel équilibre qui s'est fait à l'échelle mondiale, un changement profond. Moi, je suis un type du XXe siècle. Mon fils n'arrête pas de me le répéter. Je suis un homme des livres, un homme qui croit à la pensée, qui croit à l'art, qui croit à un moment où effectivement le monde avait au XXe siècle produit beaucoup de choses, sur le plan intellectuel, artistique, des changements profonds, des colonisations, humanisme et tout cela. Aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui aiment trop ces GAFA, ces réseaux sociaux, qui laissent envahir le champ de vision, de violence, de se mettre à nu. Je ne suis pas tellement... je trouve que c'est bon que les gens se contactent, mais pas de cette manière. Par ailleurs, le monde, alors si on doit maintenant faire analyser la situation du monde actuel, ce qu'on ne fait jamais en Tunisie, alors que nous sommes partis du monde, évidemment. Il faut prendre conscience, effectivement, de changements profonds. Quant à prophétiser pour le futur sur le naufrage du monde des civilisations, c'est une affaire philosophique tellement importante que je ne veux pas, en tout cas comme ça, de cette manière, m'y engager. Ah, maintenant, je lis beaucoup, parce que je suis un homme seul. Bon, heureusement, j'ai de bons yeux, je lis énormément. Je ne fais que ça parce que, en plus, il y a cette crise de Covid. Je sors quand même, de temps en temps. Maintenant, j'ai dans la tête d'essayer, je ne sais pas, d'essayer parce que quand même je me fais vieux, d'essayer d'écrire un livre, après avoir écrit un livre très universel que Kérim Ismail va m'éditer. Je relis des... Non, je lis beaucoup de choses. Je m'intéresse à la politique internationale. Je viens de lire les mémoires d'Obama, tout ça. Je lis beaucoup. Et je suis en train, depuis quelques jours, de me dire est-ce que ce serait pas bon de... Parce que j'ai toujours besoin de me focaliser sur quelque chose, d'essayer d'écrire, si je peux, il n'y a pas de raison que je puisse pas, un petit livre, en quelque sorte pour la jeunesse, pour le public, qui ne soit pas trop savant, sur l'évolution de la pensée islamique. L'arabe, en plus. L'évolution de la pensée islamique, qu'est-ce que c'est que le sunnisme, le chiisme, cette richesse extraordinaire, la pensée philosophique, la pensée soufie. J'ai été très impressionné récemment en relisant les poèmes d'Ibn Arabi. Je voudrais bien, si je peux, en tout cas, ça m'occupe pour l'instant. Très bien.